Contexte de cette intervention, et notamment de ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années, c'est uniquement par manque de temps. Le fait que ces informations ne soient pas très favorables à l'OTAN n'a rien à voir avec cet oubli collectif, et le sous-entendre peut vous valoir un procès en complotisme par le journal Le Monde. Faites attention. Je pense qu'ils seront heureux d'apprendre que j'ai décidé de les aider à pallier à ce manque de temps, en commençant par rappeler quelques infos importantes. Je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails sur tout, parce que c'est assez long, et il existe déjà des articles et des documentaires très fouillés qui expliquent tout ça très bien. Donc pour chacune de ces infos importantes que je vais pas forcément détailler, je vous mettrai des liens en description si vous voulez vérifier ce que je dis ou creuser le sujet. Je vous invite à aller voir tout ça. Ceci étant dit, commençons. Tout part de la chute de l'URSS en 91 qui débouche sur la création de 15 nouvelles républiques. Si certaines restent proches économiquement et politiquement de la Russie à travers la communauté des États indépendants, dont l'Ukraine, d'autres vont se rapprocher de l'Occident. Ce qu'on appelle chez nous les pays de l'Est vont progressivement rentrer dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne, malgré la promesse faite par Bush père de ne pas étendre l'OTAN à l'Est de l'Allemagne réunifiée. Et pourtant, les élargissements à l'Est auront lieu en 1999, 2004, 2009, puis 2017 et 2020 dans les pays de l'ex-Yougoslavie. S'il n'y a jamais eu d'accord signé, il existe en revanche de nombreux documents qui font état de cette promesse verbale des États-Unis et des Occidentaux en général. Je vous renvoie à l'interview de Roland Dumas par Olivier Berruyer qui explique dans quel contexte cette promesse avait été faite. Il a participé à toutes les réunions. Aujourd'hui, le non-respect de cette promesse est vécu par les Russes comme une trahison et un danger, car les ambitions otaniennes ne se limitent pas à l'élargissement à l'Est. Il s'agit d'empêcher la Russie de reconstituer l'URSS. Donc après le grignotage complet de leur zone d'influence, les Russes craignent aussi qu'on s'attaque à l'unité de leur pays, qui finirait émietté façon Yougoslavie. Понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Или ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, а на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружений. Ну вот о чем идет. En 2003, il tente de redynamiser la CEI en lançant le projet d'espace économique unifié, une espèce de zone de libre-échange qui concerne la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie. Ce projet est présenté de manière un peu excessive comme un équivalent à l'Union européenne, proposant un autre modèle de développement économique et ayant vocation à s'étendre aux autres pays de l'ex-URSS. La crainte d'un retour de l'URSS est donc bien là, et la réponse de l'Union européenne et des États-Unis ne s'est pas fait attendre. Des révolutions de couleur sur le modèle serbe de 2000 sont organisées, en Géorgie en 2003, en Ukraine en 2004, puis au Kirghizistan et en Biélorussie, mais ces dernières ont globalement foiré. À chaque fois, il s'agit de profiter d'échéances électorales pour dénoncer, à juste titre, les méthodes, la corruption ou les fraudes électorales du gouvernement en place à travers des manifestations globalement pacifiques. À cette fin, des groupes de militants ont été financés et formés par des ONG comme l'Open Society de Soros, le Konrad Adenauer Institute, proche de la CDU, l'ANED, le National Democratic Institute for International Affairs, proche du Parti démocrate, et la Freedom House, proche du gouvernement américain. Je vous invite à aller voir le documentaire de Manon Loiseau, Comment la CIA prépare les révolutions colorées. Vous verrez que tout ça se fait de manière très transparente. Au centre de Tbilissi, l'ambiance monte. L'arrivée de George Bush est annoncée dans 1 heure et plus de 200 000 personnes se sont rassemblées sur l'ancienne place Lénine, rebaptisée Place de la Liberté.
Anatoly Lebedko, le Biélorusse, continue sa tournée des sponsors. Nous le retrouvons dans les bureaux de l'IRI, la fondation du sénateur McCain. Au mur, un t-shirt imprimé par la fondation et qui annonce toutes les dates de la grande tournée des révolutions, avec celles déjà faites et les autres marquées TBD, To Be Done, en français, celles à faire. Les prochains sur la liste, c'est nous, les Biélorusses. Les élections sont prévues en 2006. C'est un beau palmarès, non ? Comme je le disais, Yanukovych est contre l'intégration de l'OTAN, mais souhaite développer les relations avec l'Union européenne et la Russie en même temps. Une politique contradictoire qui va vite rencontrer ses limites. 3 ans avant son élection, avaient débuté les négociations pour un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Ce sera l'élément déclencheur de la guerre en Ukraine. Les deux parties au traité se sont engagés à coopérer et à faire converger leurs politiques économiques, leur législation et leurs règles communes, incluant des droits pour les travailleurs, des étapes vers la suppression des visas, ou encore l'accès à la Banque européenne d'investissement. Il s'agit donc d'une sorte d'accord de libre-échange préalable à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, mais qui entre en contradiction totale avec un autre accord de libre-échange, signé au sein de la communauté des États indépendants. Et comme on ne peut pas être dans 2 systèmes politiques et économiques en même temps, c'est l'heure du choix pour Yanukovych. Et il se trouve que l'accord signé avec l'Union européenne n'est pas franchement intéressant pour l'Ukraine. Déjà, il ne prévoit aucune aide financière, alors que la mise aux standards européens devrait coûter plus de 100 milliards de dollars à l'économie ukrainienne. L'ouverture des frontières va certes permettre de faire des économies sur les taxes à l'importation et de développer les exportations vers l'Union européenne, mais les exportations de qui ? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les entreprises ukrainiennes peu compétitives vont se faire grand remplacer par les multinationales de l'Ouest qui viendront aussi profiter de la main-d'œuvre pas chère. Donc il s'agit d'un projet d'exploitation complet. Quant au secteur agricole, point fort de l'Ukraine, il est malheureusement le moins ouvert du marché commun, donc il n'y a pas grand intérêt à tirer de ce côté-là. Enfin, il y a aussi des exigences politiques, la libération de Yulia Tymoshenko, considérée comme une prisonnière politique par l'Union européenne, et des réformes sur la gestion de l'État, dans un pays considéré comme l'un des plus corrompus du monde, ce qui n'arrangera pas la classe politique qui profite de ce système. Quant à la libre circulation des personnes, qui est l'espérance majeure des Ukrainiens pro-Union européenne, qui souhaitent pouvoir voyager et travailler dans tout le marché commun, ça ne fait pas partie de l'accord. Et pour finir, le cœur de cet accord implique la perte totale de la souveraineté ukrainienne au profit d'agences supranationales, le Conseil d'association et le Comité sur le commerce, intronisés au-dessus de la Constitution et des lois du pays en tant qu'autorité décisionnelle. C'est donc un projet d'exploitation complet, c'est la démocratie européenne dans toute sa splendeur. Des technocrates non élus qui viennent t'expliquer comment faut gérer ton pays. Mais l'Ukraine ne rejoindra jamais l'Union eurasiatique. Immédiatement après son refus de l'accord avec l'Union européenne, la place Maïdan, épicentre de la révolution orange de 2004, se remplit à nouveau de manifestants pro-UE. Et on retrouve les mêmes à la manœuvre qu'en 2004, les ONG sont là. L'International Renaissance Foundation, une antenne de l'Open Society de Soros, organise les manifestations avec l'opposition pro-UE, dont on va découvrir les leaders dans un instant. À nouveau, les diplomates américains et européens apportent leur soutien, leur pression et leur financement. Tout marche comme d'habitude donc, sauf que cette fois il y a un nouveau Pokémon dans la partie. Des groupes néo-nazis participent aux manifestations. Et quand je dis néo-nazis, c'est pas un euphémisme, c'est croix gammée, salut nazi, passion pour le Troisième Reich, etc. Il faut noter que les nazis sont en effet perçus et commémorés dans certains pays de l'Est comme des libérateurs du joug soviétique. Et à ce sujet, la Russie s'amuse régulièrement à mettre le nez des Occidentaux dans leur merde en proposant des résolutions à l'ONU pour condamner ces commémorations, qui sont signées par la quasi-totalité des pays de la planète, sauf les pays de l'Union européenne, qui s'abstiennent par solidarité européenne. Après un pic de violence fin janvier 2014, Yanukovych va tenter une sortie de crise un peu plus diplomatique que de taper sur les gens. Les lois répressives contre les manifestants votées à l'occasion de l'Euromaïdan sont abrogées, et il y a une amnistie pour les manifestants, et il propose de former un gouvernement avec 2 des 3 leaders du mouvement. Il est donc temps de les rencontrer. Voici donc le premier, Arseny Yatsenyuk, président du parti de Yulia Tymoshenko, député et ancien candidat à la présidentielle de 2010. Il devait devenir Premier ministre. Notons qu'il possède et dirige une fondation qui est financée par l'OTAN et le ministère des Affaires étrangères américain et polonais. Vitali Klitschko, ancien boxeur professionnel et député allié au parti de Yulia Tymoshenko,
Sa carrière politique est soutenue par l'Allemagne via la fondation Konrad Adenauer. Il devait devenir vice-premier ministre. Ils ont tous deux refusé la proposition de Yanukovych. Quant au troisième leader de l'opposition, Yanukovych ne lui a rien proposé, puisqu'il s'agit d'Oleg Tyanibok, chef du parti Svoboda à tendance néo-nazie. Ces trois lascars sont en lien direct avec les États-Unis pour organiser l'Euromaïdan. En décembre, 2 semaines après le début des manifestations, le sénateur McCain est venu faire un discours de soutien aux manifestants pour les encourager dans leur volonté. Au lendemain de ces négociations, 21 février, un accord est signé entre les partis, sauf la Russie, et qui conduira à la libération de Yulia Tymoshenko et à la fuite de Viktor Yanukovych vers la Russie. Je vous fais grâce des détails administratifs. À partir de là, le champ est libre pour les États-Unis qui vont prendre en main le pays en cohabitation avec les milices néo-nazis. Dans un enregistrement piraté et diffusé par les Russes d'une conversation téléphonique entre Victoria Nuland et Jeffrey Piat, vous savez, ceux qui distribuaient les petits pains sur le Maïdan, eh bien on entend ces deux dirigeants américains sélectionner le prochain gouvernement ukrainien. Alors Tyanibok est bien sûr trop sulfureux, Klitschko trop inexpérimenté, mais Yatsenyuk, il est très bien, c'est très bien Yats, c'est un banquier, on prend. Et puis il y a Petro Poroshenko, un milliardaire du chocolat, ancien ministre. Apparemment les gens l'aiment bien et lui font plus confiance qu'au reste de la classe politique. Notons qu'il a aussi soutenu et financé l'Euromaïdan, tout comme il l'avait fait pour la révolution orange de 2004. Il est parfait, on le prend. Et comme par hasard, ils seront tous deux premiers ministres et présidents de l'Ukraine, comme prévu dans l'enregistrement. Tant pis pour la démocratie, c'est pas grave, on leur pardonne, ils sont pro-occidentaux. Bien sûr, cette information n'a pas du tout été traitée dans les médias français et occidentaux en général. Ils ont parlé de l'enregistrement, mais seulement pour s'émouvoir que Victoria Nuland ait dit à l'Union Européenne d'aller se faire foutre. Nul doute qu'ils seront plus loquaces si Poutine s'amuse à choisir le prochain gouvernement ukrainien dans les semaines qui viennent. Alors, vous l'avez compris, c'est le début d'une nouvelle vague de corruption et de pillage du pays par des oligarques locaux et des étrangers occidentaux. Car curieusement, un certain nombre de responsables de la haute administration américaine, comme Nancy Pelosi ou Joe Biden, vont juger bon d'envoyer leur progéniture dans ce pays pauvre pour aller y faire des affaires. On les retrouvera tous mêlés au bout de quelques années à des affaires de corruption en tout genre, à tel point que Joe Biden a dû intervenir pour faire virer un procureur qui enquêtait sur son fils. Celui-ci était membre du conseil d'administration de l'entreprise gazière Burisma. I went over, I guess the 12th, 13th time to Kyiv, and I was supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to the press conference. I said, "No," I said, "I'm not going to, or we're not going to give you the $1 billion." They said, "You have no authority. You're not the president." The president said. I said, "Call him." I said, "I'm telling you, you're not getting $1 billion." I said, "You're not getting $1 billion. I'm going to be leaving here." And I think it was 6 hours. I looked. I said, "I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money." Well, son of a bitch, got fired, and they put in place someone who was solid at the time. Si vous voulez plus de détails sur tous les sujets que je viens d'évoquer, peut-être un peu rapidement, autour de l'Euromaïdan, je vous renvoie aux nombreux articles du blog Les Crises d'Olivier Berruyer. Il y en a une 50aine, faut tout lire. Il a aussi fait une série de documentaires extrêmement détaillés sur l'affaire Burisma, impliquant le fils Biden. Ça peut être le bon moment pour aller voir ça. En mars 2014, Olivier résumait déjà très bien la situation et les risques considérables qu'elle faisait peser sur la paix en Europe. Probablement. J'aimerais rebondir sur 1 ou 2 points. Sur le côté impuissance, je partage qu'à moitié. Il n'y a pas une impuissance, il y a une volonté très claire de toute une partie des bureaucrates de Bruxelles d'aller détacher l'Ukraine. Ça a été fait sciemment d'aller faire un accord de partenariat et d'association et de libre-échange avec l'Ukraine. Je rappelle qu'en Ukraine, attendez, l'accord, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. L'accord, il allait être signé à Vilnius fin novembre. Oui, enfin... Attendez, c'est pas enfin. Faut savoir aussi au niveau du libre-échange avec l'Ukraine, le salaire minimal ukrainien, c'est 30% de moins qu'un salaire chinois.
Et le salaire moyen, c'est à peu près du même ordre d'idée. Alors faire du libre-échange dans ces conditions-là, il faudrait aussi qu'on demande l'avis aux Européens pour savoir s'ils sont d'accord. Deuxième point, c'est une volonté farouche d'une partie de la Commission d'élargir à outrance l'Union européenne. Ils veulent l'Ukraine, on est en train de négocier avec la Géorgie, traité d'association avec la Géorgie. Je ne sais pas s'ils vont faire l'Afghanistan d'ici 5 ans, mais enfin, c'est quand même délirant. Et la différence entre Bruxelles et le TGV, j'ai envie de dire, pour reprendre ce qu'a dit Herman Van Rompuy, c'est que quand le TGV déraille, au moins il finit par s'arrêter. Ce que ne fait absolument pas Bruxelles. Et c'est au lieu d'avoir une attitude équilibrée là-dedans, comme le demande Kissinger, comme le demande Hélène Carrère d'Ancos il y a encore quelques jours sur BFM, comme le demande Hubert Védrine, c'est-à-dire quelle est la position de l'Ukraine quand on regarde un petit peu, c'est un pays extrêmement éclaté à l'intérieur. Il y a l'Ouest qui est vraiment pro-occidental, malheureusement les néo-nazis sont aussi dans cette partie-là, il y a l'Est qui est pro-russe. Évidemment que la solution d'équilibre, c'est de dire que ce pays-là doit être entre guillemets finlandisé, doit rester neutre, et doit absolument pas intégrer un camp ou l'autre, ou en tout cas il doit y avoir des discussions en commun sur ce sujet-là. Est-ce qu'on fait ça? Pas du tout. Qu'a dit Catherine Ashton? Qu'on allait dardard signer avec ce gouvernement totalement illégitime un accord d'association avec l'Union européenne sans demander aux Ukrainiens ce qu'ils en pensent. Mais on est en plein délire. Est-ce qu'ils ont décidé de fêter le centenaire de 1914 en nous foutant de nouveau le feu en Europe? Parce qu'en Ukraine, il y a ce qu'il faut pour faire une nouvelle Yougoslavie quand même. C'est le pays le plus peuplé, c'est le pays le plus vaste d'Europe, et ils ont quand même 50 millions d'habitants. On agit là-dedans avec une... sans voir toutes les conséquences terrifiantes qu'il y a là-dessus. J'ai pas envie, moi, d'arriver à montrer que l'Europe, c'est la guerre maintenant. Et malheureusement, si on n'arrête pas cette frange intégriste à Bruxelles, si les gouvernements, et là je vous rejoins, les gouvernements doivent reprendre la main là-dessus pour essayer de remettre un petit peu d'équilibre là-dedans et de ne pas mettre le feu aux poudres. Parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que derrière, maintenant, il y ait le feu. Cette annexion a marqué le début de la politique de sanctions occidentales, prise d'ailleurs en violation totale du droit international. En fait, les États-Unis se sont servis de l'Europe pour mener une guerre économique à la Russie, puisque, comme par hasard, les sanctions gênaient bien plus les Européens que les Américains. Et ça continue aujourd'hui. Cette politique a été un vaste échec pour l'OTAN, puisque les Russes ont profité des sanctions et des contre-sanctions qu'ils ont appliquées ensuite pour développer leur économie dans des secteurs qui étaient un peu laissés à l'abandon. La plupart des observateurs pensaient que Poutine se contenterait d'annexer le Donbass, mais à la surprise générale, il a lancé une invasion de l'Ukraine sur 3 fronts, avec l'intention de régler totalement le problème par une solution russe. Dans le discours d'une petite demi-heure qui a été publié le jour de l'invasion, et que je vous recommande d'aller voir, il donne les motifs et les objectifs de guerre. Alors premièrement, il s'agit bien sûr d'empêcher une nouvelle extension de l'OTAN vers l'Est. L'intégration de la Biélorussie et de l'Ukraine dans l'OTAN ou dans l'UE est un motif de guerre pour la Russie. Ça, c'est une ligne rouge que Poutine a fixée depuis 2007 dans son discours de Munich. On peut ne pas l'écouter, mais faut pas se plaindre du résultat. Ensuite, il y a bien sûr la défense des populations locales, qui subissent selon lui un génocide. Le terme est toutefois excessif, bien qu'il y ait des personnes en Ukraine pour proposer une épuration ethnique de ces territoires. Par contre, on a vu que l'Ukraine préparait une offensive majeure dans le Donbass, donc effectivement ça n'aurait pas arrangé la vie des populations locales. Troisième objectif, dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Alors là, il faut quand même noter que l'Ukraine n'est pas un pays nazi. Après ses bons scores en 2012, le parti Svoboda a pris une tôle en 2019. Donc les milices nazies et leur idéologie sont en fait minoritaires dans le pays, mais de par la terreur qu'elles font régner et leur utilité pour aller casser du russe, elles ont un point important dans la gestion du pays, et certains de leurs membres occupent des postes très importants dans l'administration. Donc ça doit être ces gens-là que Poutine veut dégager. Et enfin, dernier point, il faut interpréter un petit peu ce qu'il dit, mais il semble que la finalité de cette guerre soit de transformer l'Ukraine en fédération, afin de pouvoir bloquer toute possibilité d'intégration de ce pays dans l'OTAN ou dans l'Union européenne, puisqu'il faudra obtenir l'unanimité des régions. Mais selon le déroulé des événements, peut-être qu'on nous ressortira d'un tiroir le projet de Nouvelle Russie qui prévoit un découpage du pays. Et dans son discours, lui aussi nous sort les violons de la démocratie et du respect des peuples à l'autodétermination. À deux doigts de nous expliquer qu'il a envahi l'Ukraine pour organiser un référendum. Ça m'étonnerait pas qu'il le fasse, en fait. Alors oui, la guerre, c'est mal, et certains s'arrêteront à ça. Mais on ne peut pas dénoncer l'invasion russe sans dénoncer les motifs qui ont conduit à cette invasion et que les médias ont consciencieusement oublié de nous expliquer. Par manque de temps, manque de temps. Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les rendent inévitables. Le mépris des Occidentaux pour les demandes et les intérêts russes, leur non-respect de leurs promesses envers la Russie, leurs ingérences répétées en Ukraine et surtout le coup d'État de l'Euromaïdan ont causé la guerre et ont rendu inévitable l'invasion russe.
Je rappelle quand même que ce coup d'État a été fomenté pour forcer ce pays à rentrer dans l'Union Européenne, sans référendum et sans nouvelles élections sur le sujet. Qu'on vienne plus me dire que faire l'Europe c'est faire la paix, parce qu'aujourd'hui l'Union Européenne cause des guerres pour s'étendre. Qu'on ne vienne pas me dire non plus que la Russie s'attaque à une décision démocratique de l'Ukraine de rejoindre l'UE. Ça c'est du bidon. Faut arrêter maintenant avec ces histoires de démocratie, il s'agit pas de ça. Il s'agit de deux puissances qui s'affrontent pour la défense de leurs intérêts. Dans ce conflit précis, l'OTAN tient le rôle d'agresseur et la Russie de défenseur, même si c'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Parce qu'en fait c'est la Russie contre l'OTAN, et l'Ukraine là-dedans c'est qu'un décor. Il faut pas confondre les joueurs d'échecs et le plateau de jeu. Puis il y a les pions aussi. Sans le coup d'État de l'Euromaïdan, aujourd'hui la Crimée et le Donbass seraient toujours en Ukraine. Donc c'est bien l'OTAN qui fout le bordel, et la Russie qui réagit après. Et elle a su saisir la balle au bond pour transformer une menace